Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. L'homme du Figaro ce vendredi encore, c'est François-Xavier Bourmeau. Bonjour. Bonjour Bernard. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, donc disons le mois de mars, le discours a beaucoup évolué sur le port du masque. On en a énormément parlé dans la presse. Inutile d'abord, puis recommandé, obligatoire, dehors, dedans. La communication du gouvernement est pour le moins évolutive et parfois pas très claire. Vous nous dites ce matin que ça révèle pas mal de choses, notamment une. Quoi donc ? Oui, on a vu cette semaine une scène assez étonnante avec Jean Castex. C'était mardi au CHU de Montpellier, un déplacement du Premier ministre pour sensibiliser au risque de redémarrage de l'épidémie de coronavirus et pour annoncer l'extension du port du masque obligatoire en extérieur. Oui. Un discours bien mis en scène avec un Premier ministre accompagné d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, masqué. Un Premier ministre entouré aussi de personnel soignant, masqué. Mais un discours prononcé par le Premier ministre sans masque. Alors on comprend bien que nécessité fait loi et que pour être compris par tout le monde, c'est quand même plus pratique de parler à visage découvert que derrière un masque qui peut assourdir la voix. D'ailleurs, nous faisons de la radio sans masque ce matin encore, mais là, c'est un cas extrême tout de même. Sur toutes les autres images, on voit bien que M. Castex porte un masque. Oui, mais ça illustre le décalage qui existe entre ce que demande le gouvernement et la réalité de ce que vivent les Français. Si le masque est gênant pour Jean Castex quand il prononce un discours, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas pour tout le monde. D'ailleurs, puisque les masques sont disponibles et recommandés, on voit bien que les ministres ont du mal à le porter tout le temps. Ils se déplacent tous beaucoup sur le terrain depuis le début juillet, et même s'ils essaient de le porter le plus souvent possible, eh bien, il y a quand même des images où parfois, eh bien, ils l'enlèvent. Et eh bien, ça, quand on veut inciter au port du masque partout, ça envoie un message contradictoire aux Français et accessoirement, ça alimente ce petit côté faites ce que je dis, pas ce que je fais, qui exaspère les Français et qui a nourri la colère des Gilets jaunes. Vous voulez dire que les hommes politiques sont tenus, quelles que soient les circonstances, même si c'est gênant, même si c'est pénible, ils sont tenus de donner l'exemple. Eh ben oui, et pas seulement pour le port du masque. On va décaler un petit peu le sujet et on va ouvrir l'hebdomadaire Voici cette semaine. Oui. Qu'est-ce qu'on découvre ? Emmanuel Macron en train de chevaucher un jet ski, visiblement à pleine vitesse si on en juge aux gerbes d'eau qu'on peut observer à l'arrière et dans l'attitude guerrière du pilote qui dompte les éléments. En clair, il s'éclate. Maintenant, réécoutons la dernière intervention d'Emmanuel Macron, c'était le 14 juillet dernier. Nous sommes un grand peuple de 66 millions d'habitants. On doit trouver un chemin commun pour bâtir un nouveau modèle écologique et productif. Un modèle écologique et social, dit le président. Voilà, vous savez, pour la deuxième partie de son mandat, Emmanuel Macron a décidé de mettre le paquet sur la défense de l'environnement. Il a repris la quasi-totalité des propositions de la Convention citoyenne sur le climat et il réfléchit même à convoquer un référendum pour inscrire dans l'article 1 de la Constitution les notions de biodiversité, d'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. Oui. Alors sans être spécialiste de jet ski, il me semble pas que ce soit l'activité la plus écologique qui soit. Enfin, en tout cas, le message envoyé par le président de la République avec cette image, elle me paraît un petit peu contradictoire avec son engagement écologique. Alors peut-être que vous lui faites tout de même un mauvais procès. Là, les politiques du coup n'ont plus le droit de rien faire. Emmanuel Macron peut quand même bien faire du jet ski pendant ses vacances si ça le détend, non ? Eh bien non. Voilà, pas le droit. Surtout pas lui, dont on sait l'importance qu'il accorde au symbole. Il doit d'autant moins apparaître sur son jet ski qu'au même moment, sa ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, ancienne d'Europe Écologie Les Verts, vient d'accorder une dérogation aux producteurs de betteraves pour qu'ils puissent utiliser du glyphosate. La même Barbara Pompili qui expliquait en 2016, avant d'être ministre donc, qu'accorder des dérogations à l'utilisation des néonicotinoïdes, ça revenait à faire en sorte qu'ils ne soient jamais interdits. Vous voyez qu'au bout du compte, même si c'est vrai que cette histoire de jet ski, j'ai du mal à le prononcer. Ouais, c'est pas évident, si c'est vrai que cette histoire de jet ski est un peu anecdotique, il y a là un problème de cohérence du discours politique. Et tout ça, ça contribue à entretenir le doute sur les convictions écologiques d'Emmanuel Macron. En tout cas, à se demander s'il ne s'agirait pas plutôt d'un petit calcul électoral au moment où la question écologique s'impose dans la société. Voilà pourquoi, si les hommes politiques veulent convaincre, et Emmanuel Macron le premier, ils doivent être exemplaires, c'est-à-dire s'appliquer à eux-mêmes les contraintes qu'ils imposent aux Français. Voilà, l'exemplarité des hommes politiques. C'est une vieille lune, mais ça marche de temps en temps, puis ça va, ça vient. Merci beaucoup François-Xavier Bourmeau, éditorialiste du Figaro. Il revient lundi et du coup je lui souhaite un bon week-end. Bon week-end François-Xavier. Merci beaucoup, il est 8h19 exactement. Voici l'heure de l'invité de Radio Classique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. Cet invité ce matin, c'est l'épidémiologiste Martin Blachier. Merci d'être là, bonjour. Bonjour. Bon écoutez, la Direction Générale de la Santé a dit hier, la transmission s'accentue de manière évidente, notamment parmi les plus jeunes de la population. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est une vue de l'esprit, parce que on lit, on entend beaucoup de choses très divergentes. Mais enfin, la DGS, normalement, ils savent ce qu'ils disent. Oui, c'est tout à fait vrai. On a un indicateur qui ne ment pas, c'est le taux de positivité des tests. Il augmente, il a doublé.
Donc à partir du moment où vous faites plus de tests... On parle pas du nombre de tests. On parle pas du nombre de tests. Positivité. Exactement. On fait plus de sur tests. 100 tests, avant il y en avait peut-être un, maintenant il y en a 2. Exactement. Okay. Donc on fait plus de tests. Donc normalement, si vous faites plus de tests, vous attendez à plutôt avoir un taux de positivité qui diminue. Puisque vous tendez à avoir un rendement qui est plutôt négatif, parce que vous testez plus largement, donc peut-être les zones moins à risque. Et là, il augmente. Donc ça signe quand même une augmentation de la circulation. Effectivement, ça se passe chez les jeunes. Tiens, je vais revenir sur les histoires de distanciation et tout ça, mais à propos des tests, on est en plein mois d'août, notamment en zone urbaine, il y a beaucoup de laboratoires qui sont fermés par manque de personnel qui sont en vacances. Vous lirez le Parisien aujourd'hui, ça commence à castagner dans les centres de tests. C'est-à-dire que les gens font trop la queue, parfois ils peuvent pas être testés, ils reviennent, ils se tapent dessus, etc. Vous l'avez constaté? On vous fait remonter tout ça du terrain? Bon, moi, je regarde beaucoup les chiffres, vous savez, donc je suis plutôt un mathématicien d'épidémiologie, je suis aussi médecin, mais c'est ça que je regarde. Et en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est à peu près partout, c'est qu'une stratégie qui est basée sur les textes ne peut pas fonctionner. Elle peut déjà pas fonctionner théoriquement, en raison du retard qu'on a, du fait qu'on est contaminant avant d'être symptomatique, qu'il y a quasiment tout le monde qui est symptomatique aujourd'hui parce que c'est une population jeune. Donc on est vraiment dans une configuration où le test n'est pas forcément la bonne stratégie. Donc l'erreur, c'était... Alors pourquoi est-ce qu'on continue à tester en masse? C'est une bonne question. D'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui posent la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de croire que au test, comme ce qu'on a fait depuis le déconfinement, c'était pas une bonne stratégie. Donc il faut faire autre chose que du testing. Et à un moment, il va falloir réfléchir au bien fondé de cette stratégie de testing. On est le pays qui teste le plus en Europe aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est encore un problème de communication gouvernementale. On se souvient du ministre de la Santé il y a 2 mois qui disait on va accélérer à fond les tests, on va passer à des centaines de milliers par semaine en se disant c'est la panacée. On saura vraiment. Vous vous dites non. Non, mais le problème, c'est quand vous essayez de faire de la communication, alors que ce qu'il faut, c'est plutôt essayer de faire de la stratégie de santé publique. Quand on dit on fait plus de tests, l'objectif, c'est de montrer aux gens qu'on va faire quelque chose. Donc on dit on va faire plus de tests. On est actif. Exactement, on est actif. C'est pour ça qu'en fait, tout le monde s'est à foncer sur les tests, parce que c'est la seule manière que vous avez de montrer que vous faites quelque chose. Alors que quand vous demandez aux gens de porter des masques, les gens ils ont juste l'impression que vous les embêtez. Donc ça a été vraiment un outil de communication de dire qu'on allait faire plus de tests. Mais honnêtement, dès le début, nous, on n'en attendait pas grand-chose. Alors, disons aux auditeurs, là, parce que moi je vois des gens là devant les centres médicaux qui se font tester, il y a des queues absolument invraisemblables. Il faut aller se faire tester, oui ou non, et si oui, dans quelles circonstances précises? Ou est-ce qu'on peut y aller comme ça, là, parce qu'on a 2 heures à perdre? Non, faut surtout pas faire ça. En fait, il faut aller faire des tests avant tout quand on est symptomatique. C'est-à-dire, quand vous pensez que vous êtes malade, là, évidemment, faut aller faire un test. Déjà, faut vous isoler pour éviter de contaminer les autres. Et puis après, faut vérifier, faire un test. S'il est négatif, comme ça vous permet de ressortir de chez vous. Après, si vous avez eu un contact rapproché un petit peu long avec quelqu'un qui a été positif, vous avez la même démarche. C'est-à-dire que vous restez à peu près isolé et vous allez vous faire tester le plus vite possible. Dans tous les autres cas, honnêtement, ça sert pas à grand-chose. D'accord. Et les faux positifs, il y en a effectivement beaucoup avec le test du bâton dans le nez, là? Oui, tout à fait. Il y a des faux positifs. Donc même si on est négatif, on peut être positif. Exactement. Alors ça, c'est des faux négatifs. Ce ne sont pas des faux positifs, mais des faux négatifs, il y en a 30%, et il y en a 30% en moyenne. Mais quand vous êtes dans une population qui est asymptomatique, c'est sans doute encore plus élevé. Bon, d'accord. Donc, le seul test valable est à venir, c'est le test sérologique. Il n'est pas encore disponible. Le test sérologique est encore moins bon que le test PCR, donc ce ne sera pas par là qu'arrivera la solution non plus. Ah, je pensais que le test sérologique était plus fiable. Non, même pas. Non. Bon, d'accord. Eh bien, dites donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, donc dans l'état actuel des choses, Martin Blachier, la seule solution pour essayer d'éviter la panique totale, c'est distanciation et masque, les deux. Pas qu'un seul. C'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, qu'est-ce qu'on observe dans cette épidémie? C'est que c'est une épidémie des lieux clos, globalement. Donc en fait, on s'infecte quand on est dans la même salle, qu'on reste longtemps, que vous avez quelqu'un de contaminant en face de vous. Okay. Et la problématique aussi, c'est que vous avez des nuages d'aérosols qui se déplacent dans la pièce, éventuellement, dès que vous avez un petit courant d'air. Avec du virus. Donc la distanciation physique, c'est évidemment une logique imparable depuis le début, mais finalement, dans les lieux clos, le port du masque est beaucoup plus efficace que la distanciation physique. Bon, et donc vous, Martin Blachier, vous dites, soyons logiques, lieu clos, c'est aussi à la maison, en famille, et c'est aussi dans les entreprises. Exactement, je dis 2 choses. Je dis la première chose, c'est l'avantage, c'est qu'à l'extérieur, il y a très peu de contamination. Donc vivez à l'extérieur, ça c'est la première conclusion. Oui. Et la deuxième chose, c'est effectivement dans les lieux clos, le mieux pour vous protéger, c'est de porter un masque. Au boulot aussi. Au boulot aussi, je suis désolé, mais si on veut lutter contre la reprise épidémique, le seul moyen efficace, c'est de porter le masque dans les lieux clos. Donc le gouvernement qui disait avant-hier, on commence à réfléchir à l'éventualité d'imposer le masque en entreprise, il faut le faire. Non, mais c'est pas qu'il faut le faire, c'est qu'ils le savent.
Ah, ils le savent. Ils le savent. Maintenant, ils prennent le temps de l'annoncer. Voilà, ils le savent. Alors après, il y a eu cette histoire du masque en extérieur qui a été une espèce d'emballement à la fois populaire parce que les gens le veulent pour être rassurés et donc du coup, ils ont un petit peu suivi cet emballement. Mais ça, c'est pas très santé publique. Ce qui est très santé publique, c'est le masque dans les lieux clos, en entreprise, mais visiblement, politiquement, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Bon, donc à l'extérieur, j'ai bien compris. Il n'empêche qu'il y a des endroits à l'extérieur, dans certains morceaux de ville, à Paris et ailleurs, où si on le met pas, c'est 135 balles, c'est une prune. Ok. Exactement. D'accord. Bon, et alors en plus, il y a les gens qui font du sport avec des masques. Très mauvais, ça aussi. C'est pas conseillé, surtout quand il fait chaud. On meurt pas parce qu'on fait du sport avec un masque. On meurt parce qu'on fait un footing à 35 degrés. Il faut pas. D'accord. Mais enfin, le masque n'arrange rien. Nous sommes bien d'accord. C'est pas. Le masque n'est pas un tueur de gens qui font leur jogging, pour être honnête. D'accord. Ok. Alors, nous en sommes à 30 388 décès dus au Covid-19 en France depuis que c'est comptabilisé, depuis la mi-mars. Sur ce chiffre, est-ce qu'il y a une surmortalité calculée et imputable au Covid? Parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui seraient morts de toute façon. Enfin, évidemment, toutes les personnes âgées. Donc, c'est quoi la surmortalité du Covid? C'est une très bonne question. Il y a eu un rapport de 70 pages de Santé publique France qui a essayé de comprendre ce fait-là. Et en fait, absolument, il est partout, mais il a été là, lors de la première vague, qu'à certains endroits. D'accord. De façon, avec un pic, je veux dire. Bien. Mais, autre question, du coup, on peut se poser la question. Est-ce qu'il y a un lien entre circulation de ce Covid-19 et les conditions climatiques? C'est-à-dire, on a dit, oui, mais c'est un virus comme la grippe, ça marche qu'en hiver, en été, il va disparaître tout seul, etc. C'est ce que disaient Trump et Boris Johnson, entre autres. C'est faux? C'est du délire ou c'est quoi? Et certains Français aussi. Et certains Français aussi, d'ailleurs. Non, parce que ce qui est vrai, c'est que probablement la saison a un impact sur la vitesse de circulation du virus, mais en tout cas, c'est largement insuffisant pour empêcher le phénomène épidémique dans un nouveau virus qui arrive dans une population totalement vierge et qui est quand même très contagieux. Donc l'été ne suffit pas à l'arrêter. Est-ce qu'il y aura une accélération à l'automne? Possiblement. Mais en tout cas, l'OMS a statué en reprenant toutes les études qui existent en disant que la saisonnalité avait un impact très limité sur la rapidité de circulation du virus. D'accord. Donc c'est pas parce que dans l'hémisphère sud ils sont en hiver actuellement qu'ils ont plus de Covid-19 que nous qui sommes en été. D'ailleurs on le verra peut-être à la rentrée. Donc à la rentrée, si je vous entends bien, Martin Blachier, on va tous retourner au boulot, on va tous se remettre en tas, en famille, avec les copains, etc., etc. À l'intérieur, si on n'a pas de masque, ça va repartir. Si on n'a pas de masque, on risque d'avoir une multiplication des clusters dans les entreprises, dans les grandes métropoles, effectivement. Bon. Dans le journal de 8 heures, il y avait un reportage auprès de soignants, donc des gens qui voient des patients, des généralistes et tout, qui disent « dans 15 jours, on n'a plus de gants ». Alors, il y a eu un problème de masque, après il y a eu un problème de tests, vous avez parlé des tests, des masques. Les gants, ça aussi, ça va manquer, ça? On n'en fabrique pas, des gants? Alors, la problématique j'ai écouté votre sujet, ça n'aura pas d'impact sur l'épidémie de coronavirus. Puisque ce qu'il faut, c'est se laver les mains et porter des gants. C'est pas ça qui vous empêche de transmettre le coronavirus. Donc ça aura pas d'impact sur l'épidémie, ça aura un impact sur plein d'autres choses. C'est le problème de ces chaînes d'approvisionnement qui commencent à manquer. Donc ça aura des problèmes pour tous les gens qui devront faire des soins sur des plaies, des choses comme ça. Le coronavirus, c'est pas ça qui va jouer. D'accord. Est-ce que vous croyez, ce sera ma dernière ou avant-dernière question, vous croyez à l'annonce de Poutine avec le vaccin russe ou allez, il nous a fait un coup de com' gigantesque au niveau planétaire? Bon, c'est pas que je le crois ou que je le crois pas, hein. C'est que je sais ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il a un candidat vaccin fin de phase 2 qui a pas encore de données cliniques, c'est-à-dire qu'il est plutôt en retard sur le peloton de tête où il y a 7 vaccins occidentaux et chinois qui sont en phase 3. Il a dit qu'il serait pas disponible avant janvier prochain d'ailleurs, hein. Donc il dit ça marche mais c'est pas disponible. Oui, il rentre dans la course effectivement des vaccins, mais il est même pas dans le peloton de tête puisqu'il a pas commencé ses études cliniques. Donc voilà où il en est. D'accord. Donc en fait, probablement le premier vaccin qui sera mis au point d'ailleurs dans un temps record, hein, entre février et peut-être dans 5 mois. Il aura fallu 1 an, ce qui est très peu, peut-être, hein, si tout va bien. Il sera pas russe, il sera anglo-saxon probablement. Il sera soit européen, soit chinois. Hein. Les Chinois sont bien avancés, soit américains. D'accord. Bon, écoutez, c'est très clair. Martin Blachier, médecin épidémiologiste. Merci d'être venu ce matin à Radio Classique pour mettre les points sur les i. C'était assez indispensable. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup. Il est 8h29 exactement. Merci d'écouter Radio Classique. Dans une poignée de secondes, le rappel des titres de ce vendredi 14 août avec Mélina Fachin.